Bienvenue sur les MOOC du Human Club, le réseau dédié aux professionnels du management et des ressources humaines en Hauts-de-France, centré sur l'humain au cœur des organisations. Pour ce premier opus, en partenariat avec Formasup, CFA de l'enseignement supérieur, nous retrouvons une keynote intitulée « Innovation RH et développement des compétences, comment la réforme de la formation change la donne » par Michel Barabel, professeur affilié à Sciences Po Paris et auteur de nombreux ouvrages de référence sur le sujet. Donc, sachant que cette loi, effectivement, bouleverse les acteurs, remet en cause, il y a plein de menaces, il y a quelques opportunités, dont acte, mais finalement, quels sont les enjeux qu'il y a derrière? La première que je voulais partager avec vous, c'est que, là encore, l'OCDE a produit des études assez intéressantes, où elle nous dit déjà les hard skills, les compétences techniques, ne sont plus la condition pour obtenir un CDI dans une organisation. C'est un minimum, en gros, avoir un background technique. Pourquoi? Parce que comme leur durée de vie décroît, aucun employeur ne fait le pari de recruter quelqu'un qui ne sera pas renouvelé son portefeuille de compétences techniques. Ce n'est pas la fin des compétences techniques. Si vous ne les avez pas, il n'y a aucune chance de trouver du boulot, mais ce n'est pas le critère déterminant pour obtenir un emploi. Les critères deviennent de nature un petit peu plus compétences comportementales et notamment savoir apprendre. Celle que nous donne l'OCDE, la capacité à penser de manière critique et systémique, c'est pas simple. La créativité et l'innovation pour pouvoir se renouveler et faire face aux évolutions de l'environnement. La capacité de communication pour pouvoir coopérer avec un certain nombre d'acteurs et créer des attelages de compétences pour pouvoir faire face à cet environnement compliqué. Donc, 5 compétences clés: savoir apprendre, penser de manière critique, prendre du recul et systémique, la créativité, la capacité à communiquer, la capacité à coopérer. Et puis à côté, plein d'autres choses, par exemple la résilience, savoir survivre à cet environnement difficile, maîtriser les chiffres pour pouvoir pas être largué par la révolution digitale, par exemple. Donc on rentre bien dans cet apprentissage continu. Et c'est pour ça que l'action de formation, mot formation disparaît. C'est bien un peu tout le temps que du séquentiel, je travaille, je m'arrête pour me former, je retravaille. On est bien dans cet apprentissage continu et permanent. Et on ne va jamais s'arrêter d'être des éternels étudiants et des éternels apprenants dans le monde d'aujourd'hui. Derrière, il y a cette revalorisation des disciplines de base. C'est très intéressant de le constater à Paris-Est ou à Sciences Po. Les années 90-2010, le management, la finance, les RH sont les fonctions reines parce qu'elles mènent à l'emploi et puis on a des marketeurs, des financiers, etc. Depuis 5 ans, elles sont progressivement des fonctions boîte à outils ridiculisées et on nous reparle de philosophie, de sociologie, de compréhension de pensée systémique et ainsi de suite, parce qu'effectivement, c'est juste le lien avec le profil de compétences et le retour des compétences comportementales. On avait titré La revanche des sciences humaines à la FNEJ il y a 1 an, je ne sais pas si vous vous souvenez, notre ami Maurice Stéphane. Donc, on revoit revenir à l'université des disciplines artistiques, quoi. Entre apprendre la paille ou piano, tu choisis quoi? Tout le monde aurait dit paye il y a 10 ans. Aujourd'hui, piano, on va dire, ouais, c'est très bien. C'est très bien pour développer ta créativité, ta capacité à. Donc c'est un décilotage quand même intéressant à suivre. On en est très loin, mais on ne peut pas penser systémique si on voit un problème que par un seul angle ou une seule discipline. Deuxième point. La grande tentation d'aujourd'hui autour de ça, c'est de dire les gens sont moins concentrés qu'avant, ils veulent plus s'amuser qu'avant, ils veulent des trucs plus fun. Donc, utilisons des phrases courtes, donnons-leur des vidéos, faisons-les jouer et tout ira bien. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que très clairement, pour développer l'esprit critique, la créativité, la résilience, faire jouer les gens, ça peut être sympathique, mais on y reviendra. Et vous verrez qu'on a des travaux en neurosciences très solides qui nous font un peu revoir tout ça. En gros, avant cette réforme, on pensait qu'on avait un modèle, vous connaissez peut-être ces grands courants, qui s'appelle le connectivisme, qui est en gros que plus l'apprenant est actif, plus il apprend.
contrairement à des modèles de nature un peu descendants, où par nature il est passif et bon, il apprend. En gros, le monde d'avant, celui que vous vivez là, serait un monde, vous êtes en zone de confort, vous êtes bien assis, vous êtes en présentiel, on est dans une relation top-down, je vous impose un point de vue d'expert, c'est théorique, vous venez une fois tous les mois, c'est scolaire, bon, il n'y aura pas d'examen à la fin, mais il pourrait, et vous n'allez rien en retenir. Et le monde moderne serait celui qu'on ferait tout à l'heure, le café, l'interaction, tout d'un coup, vous seriez en zone de risque, parce que vous devriez prendre parti, ça serait team spirit, parce qu'on vivrait ensemble une aventure collective, il y aurait de la passion, du jeu, et là, tout d'un coup, il y aurait de l'ancrage mémoriel et une efficacité de la formation exceptionnelle. C'est ce qu'on nous vend, non? L'amphi, c'est l'horreur, et le projet, la pédagogie par projet, c'est génial. Bon, depuis 5 ans, on sait que c'est faux. C'est marrant. Tout comme on sait que ce modèle qu'on utilise tous est faux. Depuis 20 ans, en pédagogie, on nous dit que la bonne formation, c'est 10% de théorique, 20% d'interaction avec ses pairs et 70% d'utilisation de ses connaissances au travail. Ça s'appelle le 70-20-10. C'est faux. Ce qu'on sait grâce aux travaux sur les sciences cognitives et les neurosciences, c'est qu'on doit mobiliser le plus de dispositifs pédagogiques possible pour ancrer une connaissance chez un individu. Donc il ne s'agit pas de dire qu'un module est moins bon qu'un autre, mais plutôt de chercher à combiner le plus de dispositifs possible pour créer de la valeur. Donc ce n'est pas forcément la fin du cours classique, mais peut-être c'est 10% d'un temps, mais c'est pour chaque compétence se poser la question de l'ingénierie et du type de combinaison qu'on va avoir. Et les travaux en neurosciences sont vraiment passionnants pour ça. On voit bien qu'un individu qui suit un MOOC, qui a un cours, qui pratique dans des cas, qui va faire des enquêtes et en entreprise, ça marche mieux que le seul learning by doing ou l'action learning qui est simplement de le mettre en mode projet. Première grande leçon. Donc bien sûr, il faut limiter le standardisé, verticalisé, formalisé, contrôlé, mais il ne faut pas le supprimer parce que parfois ça fait sens. Mais par contre, il faut combiner des approches, il faut avoir du formel et de l'informel, il faut mettre les gens en situation d'innovation, il faut les rendre curieux, il faut leur donner envie d'apprendre, il faut leur donner du temps, il faut travailler la formation pair à pair. En gros, il faut offrir des environnements riches, le plus riches possible de choix, d'interactivité, de découverte. Ça paraît normal quand on le dit, c'est révolutionnaire par rapport au discours qui est tenu depuis 20 ans, qui est de dire « oubliez tout ce que vous faites avant, faites le contraire, vous avez gagné ». Le deuxième quand même, mais on verra avec André le débat qu'il a avec différents pédagogues, dans le monde d'aujourd'hui, l'apprenant veut vivre une expérience réelle exceptionnelle et une expérience digitale exceptionnelle. Donc ce n'est pas que mobile learning, ce n'est pas que présentiel, mais il faut arriver à combiner les deux. Et un dispositif sans digital peut être pénalisant, ne serait-ce que par l'affichage que ça donne, par rapport à une forme de non-modernité, mais le présentiel n'est absolument pas mort. La troisième clé, et là c'est le défi de l'année pour moi, c'est l'apprentissage augmenté, notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle en learning, on en est au tout début. Qu'on se résume. Moi j'ai identifié 8 usages de l'IA en formation. La première, c'est l'IA peut permettre une forme de personnalisation, puisqu'on va avoir des contenus produits, et puis en fonction de réponses, sur des positionnements, ainsi de suite, on va pouvoir individualiser les parcours. Assez intéressant, l'IA peut permettre de cerner les forces et faiblesses en termes d'apprentissage des individus grâce à la data collectée. Par exemple, voir que quelqu'un est beaucoup plus à l'aise sur un texte écrit et que sa mémorisation est plus forte à l'écrit que sur une vidéo. Savoir que quelqu'un s'investit plus sur un gaming et une mise en situation que sur un exercice théorique. Et en tirer, du coup, des parcours d'apprentissage qui tiennent compte du profil d'apprentissage des gens. Mais aussi, vous voyez, construire un groupe pour matcher des profils d'apprenants différents, pour avoir des groupes hétérogènes qui, a priori, favorisent le travail. Bien sûr, ça peut nous donner de la data. Très clairement, je vois que dans certaines applis, on peut identifier ceux qui décrochent. Par exemple, ceux qui décrochent d'un MOOC, soit 90%. J'espère que ce ne sera pas le cas pour le nôtre. Mais on ne sait jamais.
mais que pour la data, du coup, on sait que celui-là a décroché dès la première semaine, et l'IA est juste là pour le rattraper, le restimuler, lui redonner la petite énergie qu'il lui fallait pour continuer. L'IA, pourquoi? Parce qu'elle est là 24 heures sur 24. C'est pas une personne, hein. L'algorithme est là 24 heures sur 24, il peut relancer au bon moment, et ainsi de suite. On sait qu'on peut faire des tests adaptatifs, comme le fait PIX sur les compétences digitales. On vous pose une question, en fonction de votre réponse, on ne va pas vous poser la même question. Qui sert petit à petit à savoir vraiment votre niveau, et en conséquence, vous exonérer par exemple de certains éléments. Bon, on a aussi l'apprenant, l'assistant, quoi, le petit bot qui est là au début de chaque formation. Salut, je m'appelle Raoul, je suis avec toi pour ce voyage d'apprentissage, je suis ravi de faire ta connaissance. Petit à petit, vous parle. On peut aussi travailler avec l'IA sur l'ancrage mémoriel. Je trouve les travaux intéressants de certaines startups de savoir qu'en gros, une formation, quoi qu'il arrive, quand si elle s'arrête de manière abrupte, il va s'en perdre des choses. Et l'IA sert à se poser la question, quand est-ce que je fais la piqûre de rappel? Au bout d'une semaine, au bout de 3 semaines? De quelle manière, en fonction de la façon dont l'on prenons, pour s'assurer véritablement d'un suivi et d'avoir une formation élargie et non plus dans le temps présent. Et puis, c'est du même ordre d'idée, pousser un contenu. Je sais grâce à son pass Navigo à Paris qu'il est dans le métro en train d'attendre un train qui ne vient pas. C'est le bon moment de lui pousser une vidéo YouTube sur un élément qui pourrait lui plaire. Ça, c'est la promesse de l'IA, qui n'est pas forcément là aujourd'hui sur toutes ces dimensions, mais c'est les usages qu'on identifie potentiellement. Pas pour remplacer l'humain, pour augmenter le formateur et faire vivre des expériences d'apprentissage plus fortes. Le bot conversationnel va nous arriver dès cette année et de manière assez régulière. En fait, on a progressé quand même sur le langage naturel et on arrive aujourd'hui, grosso modo, à concevoir des compagnons personnels qui ressemblent à des gens sympathiques. Conseiller, stimuler, engager, évaluer, corriger, c'est le rêve de tout prof, hein. L'IA corrige à notre place. C'est quand même la partie la plus ingrate du métier. Puis l'ancrage mémoriel, je vous en parlais vraiment pour rythmer tout ça. Ma posture et mon point de vue là-dessus, c'est qu'un RH aujourd'hui, il doit forcément être plutôt en posture ni technophobe ni technophile, mais de testeur, quoi. Mais sur des petits périmètres, hein, d'où le terme que vous connaissez sans doute de POC, Proof of Concept. C'est l'année où il faut aller regarder sur des petits périmètres tout ce qu'il fait pour se faire un avis. Quitte à rejeter après en disant fausse promesse, c'est pas mature, ça améliore pas l'expérience apprenant. Mais dans le dossier du MAG, qu'on soit avec la directrice du learning d'AG2R ou de l'Occitane, aujourd'hui, ils ont tous lancé des POC IA sur des petits périmètres, sur un programme, sur une start-up pour voir concrètement ce que ça vaut. En gros, ne pas se faire sa religion intellectuellement, mais par contre sur un tout petit périmètre et puis en tirer des conclusions en vue d'industrialiser ou pas. Bon, on a une quatrième clé, mais on a peu de temps, qui est clairement que les LMS du XXe siècle ne correspondent pas aux besoins de cette expérience d'apprentissage multimodal et qu'on a un vrai enjeu d'interopérabilité pour pouvoir les faire vivre et aller plugger plein de différentes solutions. Mais je n'ai pas le temps, on y reviendra si vous voudrez. La cinquième clé, elle vient sur cet enjeu clé, hein, qui est celui de la réforme, et la réforme y répond partiellement, qui est qu'on doit accélérer pour tous le cycle de l'apprentissage et de la connaissance. Confucius nous disait déjà, s'il n'étudie pas le sage devient sot. En étudiant le sot devient sage, vous voyez, c'est un principe assez clair, mais enfin, on n'a pas attendu le XXIe siècle pour inventer l'entreprise apprenante et cette nécessité pour un acteur, une organisation, de s'adapter à son environnement et d'apprendre en permanence. Bon. On avait connu une grande période de succès de ce concept dans les années 90. Les organisations apprenantes sont des organisations où les gens développent sans cesse leur capacité à produire les résultats qu'ils souhaitent, où de nouvelles façons de penser sont favorisées, etc. Mais force est de constater que depuis 2-3 ans, le terme d'entreprise apprenante redevient un enjeu clé pour les organisations face à cette accélération d'un environnement plus dynamique et plus complexe. Donc avant d'échanger, quelques éléments. Ce qui est très clair, c'est qu'une entreprise apprenante, ça joue à 3 niveaux. Le premier, c'est l'individu, acteur. On y reviendra après, n'est pas acteur qui veut. C'est l'une des grandes limites, d'ailleurs, à mon sens, de la réforme. Pour être une entreprise apprenante, il faut créer des groupes d'apprentissage. Et puis après, il faut qu'il y ait une entreprise qui soit un environnement favorable à l'apprentissage. Donc, vous voyez, il faut enclencher 3 choses. L'individu veut, le groupe facilite, l'entreprise le permet.
C'est pour ça que c'est compliqué de le voir de manière isolée. Et s'il nous en manque un des trois, c'est des cycles qui peuvent peu fonctionner. Sur l'organisation, dans les derniers travaux de la recherche, ce qu'on sait, c'est que pour être une organisation apprenante, il faut faire en sorte que les gens se sentent en sécurité psychologique pour apprendre. En gros, que l'entreprise soit ouverte aux nouvelles idées, qu'ils aient le temps de réfléchir et de se former, que l'apprentissage soit reconnu, qu'il y ait les locaux, qu'il y ait des outils, et ainsi de suite. Il y a plein d'organisations qui n'ont pas ça aujourd'hui. D'ailleurs, il y a plein d'organisations. Alors après, il faut des dispositifs d'apprentissage, et on en a un petit peu parlé. Et puis, il faut des leaders qui soutiennent. Donc, dès que vous être dans une organisation où le patron ou le manager, quand il vous voit partir en formation, dit « tu n'avais pas autre chose à faire que d'aller à ce machin qui ne sert à rien », il ne peut plus y avoir d'entreprise apprenante. Dès que les leaders ne se forment pas eux-mêmes, il ne peut pas y avoir d'entreprise apprenante. Dès qu'on n'encourage pas et on ne favorise pas l'apprentissage, dès qu'on ne donne pas de droit à l'erreur, de test, et qu'on ne favorise pas l'innovation et la créativité, il ne peut pas y avoir d'entreprise apprenante. Ça fait beaucoup de conditions et il n'y a pas tant de boîtes qui ont l'ensemble de l'outillage. Le deuxième volet, donc on a tout un ensemble de concepts, mais je n'ai pas le temps en fait. Le deuxième volet, c'est être acteur. Il ne suffit pas de faire une appli et de donner 500 € à des gens pour qu'ils deviennent acteurs. Ça, je pense qu'on est beaucoup à le partager ici. Puisqu'en fait, être acteur dans le monde d'aujourd'hui, c'est savoir apprendre. Et il y a plein de gens traumatisés qui ne savent pas, qui ont arrêté, qui ont eu un prof, le pire des tyrans, qui les a dégoûtés à vie du savoir, ou qui ont peur, etc. Il faut savoir, il faut vouloir. Vouloir, ça veut dire qu'on y perçoit une valeur, ça va améliorer ma carrière, j'y ai un intérêt intellectuel, c'est bien vu, etc. Mais pour être acteur, il faut penser qu'on va réussir. Comme tout acteur rationnel, on ne s'engage pas en formation si on pense qu'on va échouer. Et si on est un non-apprenant, la probabilité qu'on pense qu'on va échouer en formation est plus forte que si on est déjà quelqu'un qui apprend. Donc on ne peut pas laisser les gens devenir acteurs. Il faut absolument avoir des dispositifs d'accompagnement de ceux qui sont justement dans le sentiment qu'ils ne vont pas réussir. Sinon, on va simplement reproduire toutes les réformes. C'est ceux qui savent, qui veulent, qui peuvent, qui tireront parti de ces réformes et les écarts resteront les mêmes. Or, dans le monde d'aujourd'hui, c'est dangereux. Et puis pouvoir, oui, on en revient, c'est l'organisation, le contexte, etc., qui permet, etc. Donc, vous voyez, la notion d'acteur est problématique parce qu'on ne l'analyse pas là-dessus. Sur les sciences cognitives, je voulais partager avec vous un travail de Didas qui est très bien fait. Pareil, c'est un livre blanc que vous pourrez télécharger. On sait maintenant, grâce aux sciences cognitives, que le cerveau apprend par essai-erreur. Donc il faut lui donner les moyens de tester, de recommencer, de s'améliorer, et ainsi de suite. Et donc dans les dispositifs de learning, il faut ça. D'où le fait parfois que le mode projet marche mieux que le côté descendant. On sait que le cerveau est friand d'images et de mots, mais pas de l'un ou l'autre. Vous voyez, ce n'est pas 100% vidéo, il faut alterner des textes, des vidéos, du son et un certain nombre d'éléments. On sait que le cerveau n'aime pas trop d'informations à la fois. C'est pour ça que parfois les serious games sont un vrai échec, parfois, s'ils sont mal faits, ce qui mobilise tellement l'apprenant intellectuellement qu'il s'éclate, mais il n'apprend rien. Comme là, finalement, avoir fait 64 slides, c'est la garantie certaine que vous ne retenez rien. Si j'avais tenu un message, le cerveau, on l'aurait retenu. Donc on a besoin de la deuxième phase d'échange pour ancrer des choses. Donc on sait que le cerveau a besoin d'une attention focalisée sur un objectif pédagogique. On sait que le cerveau a besoin de retrouver de mémoire ce qu'il a appris, d'où l'importance de la répétition, du test, de la désynchronisation des savoirs. Et puis, en fait, on sait qu'un cerveau n'apprend pas si ce n'est pas difficile, en fait. Donc, trop gamifier, rendre les choses trop simples, trop fun, il n'en retiendra rien. Il y a 2 fois 8, donc il y a dû avoir un truc qui a sauté. Bon, c'est pas grave. Et puis, dernier point, sur la FEST. C'est vrai que c'est l'un des grands enjeux de la réforme. Vous aurez peut-être des questions là-dessus. Qu'est-ce que c'est la FEST concrètement ? Ce dispositif qui a été testé depuis 2014 et qui devient aujourd'hui un dispositif, formation en situation de travail. C'est certainement pas de la formation sur le tas improvisé où de gens se disent comment tu fais dans ton métier. Il y a 5-6 conditions. Première,
créer un dispositif de formation en situation de travail, il doit y avoir une intention pédagogique. Donc un objectif et un programme qu'il faut préciser. Deuxièmement, le niveau doit avoir été testé avant le dispositif pour positionner les acteurs. Donc on ne se lance pas dans une fesse si on n'a pas fait un test en amont pour savoir le niveau de maîtrise sur la compétence identifiée. Troisièmement, il faut un encadrant. Ça ne peut pas s'improvviser, un tuteur et ainsi de suite. Donc il faut réfléchir de la personne qui encadre le dispositif. Et à la fin, l'impact de la FES doit être mesurable. Donc il faut une évaluation à la fin. Tout ça devant être tracé dans des contrats, des bases de données, pour dire non, c'était pas pipeau, regardez. Par exemple, un contrat entre les personnes qui ont suivi et l'entreprise. Vous voyez, derrière ce dispositif-là, on cherche à valoriser des apprentissages en entreprise, mais qui sont malgré tout encadrés par un certain nombre de principes. Dernier point pour conclure, si j'ai le temps, François. On voit que de plus en plus, la clé 7, c'est que pour rentrer en formation et avoir un impact important, l'individu doit avoir une posture réflexive sur lui-même. Quel apprenant suis-je? Quel est mon projet professionnel? Pourquoi je suis cette formation? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Qu'est-ce que je vais en faire après? Et c'est comme une nouveauté. En learning, temps 1, 20e siècle, focalisation sur la compétence technique, puis depuis une vingtaine d'années sur les compétences comportementales, mais aujourd'hui, posture sur soi-même, ses attentes, son projet de vie, en quoi la formation le sert, son projet professionnel, donc travailler la posture réflexive dans tout programme de formation. En guise de conclusion, en tant que directeur des éditions du Lab RH, cet écosystème de 200 startups, on ne s'achète pas une appli parce que c'est à la mode, ou parce que ça fait bien. On n'est pas fashion victime dans le domaine du learning. On achète une appli ou on teste une IA parce qu'on veut augmenter l'expérience apprenante. Donc c'est des applis ou de la digitalisation, de l'innovation au service de l'expérience apprenante. Et pas pour faire bien. Et on voit beaucoup de boîtes qui partent plutôt sur de l'affichage là-dessus, malheureusement. Deuxièmement, très clairement, le patron du learning, bonne chance, hein. Marketeur, financeur, pro de la pédagogie, spécialiste des neurosciences, doctorat en IA, coach, champion de l'intelligence collective, c'est compliqué quand même. Déjà le métier, surtout quand on voit de là où vient le métier, quoi. Donc très clairement, ces nouvelles compétences de learning, elles ne sont pas centrées sur un individu, mais plutôt sur un collectif ou une équipe. Mais par contre, vous devez tous avoir dans vos équipes learning un geek passionné par tout ce qui se passe en IA et un pro du marketing qui va faire les beaux clips pour le CPF, un champion de l'ingénierie qui va faire les dispositifs les plus engageants et les plus fun de la Terre, un mec qui va faire la démarche qualité, il doit être carré, ou un mec, je dis une nana, hein, c'est pareil. Et donc, c'est intéressant de le voir comme ça parce qu'on constate que dans ces services de formation, les profils sont très, très clonés, quoi. Ce n'est pas des Dream Team. C'est des gens qui ont les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Donc, il y a quoi qu'il arrive un casting des équipes de formation et pareil côté formateur à revoir. Et on a le même problème dans les CFA, dans les universités d'ailleurs. Hein, vous voyez, parce que la dimension financière, la dimension multimodale, l'IA, la dimension engageante de le parcours, la dimension conception, la dimension transdisciplinaire d'intelligence collective de coach, c'est tout ça qu'on doit trouver aujourd'hui, mais collectivement dans une équipe. Merci de votre attention. Vous avez vu, je suis parti dans tous les sens. Hein. Pas tant que ça, finalement. Merci Michel. Je t'en prie. Sachant qu'il y a une deuxième partie sur un débat et de la participation, on propose quand même de prendre quelques questions pour réagir directement à ton intervention. Soyons fous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je voulais savoir pour le MOOC que vous allez animer, où est-ce qu'il faut aller en fait pour y accéder ? J'ai mon webmaster juste là. Oui, non. Alors, tout d'abord, pour le MOOC, pour le moment, n'est pas encore ouvert. Les inscriptions seront ouvertes la semaine prochaine et vous pourrez vous inscrire à partir du site du MAG RH. Donc, c'est mag.fr.
rubrique Petit onglet MOOC. d'en haut, Mais, le MOOC de la réforme professionnelle, de la Mais formation professionnelle. pour ceux qui sont très impatients, la deuxième partie de notre matinée va utiliser quelques éléments du MOOC. Donc, ça vous permettra déjà de voir aussi un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, il y a quand même déjà le teaser, il y a déjà des éléments sur le site. C'est ça, et on ne manquera pas, a posteriori de cette rencontre, de communiquer aussi Gratuit, sur ces... Notre vocation là était plutôt de créer quelque chose d'assez multimodal entre le mag digital, le bouquin information la nouvelle mode, oui aussi, et le MOOC, et de pouvoir justement l'aborder de différents angles. Donc ce qui est intéressant dans le MOOC, c'est qu'il y a plein d'interviews de patrons de learning, de patrons d'OPCO, de CFA, d'experts en pédagogie sur la réforme, l'entreprise apprenante. Donc c'est un bon complément à notre matinée. Et on ne manquera pas de relayer aussi, nous, au-delà du podcast et des présentations, ces informations sur l'accès au MOOC. C'est sympa. Voilà. On l'a payé, hein, on l'a payé pour parler du MOOC, hein, vous avez compris. Hein. Tu y vas, François, là-haut, là? T'as le courage? Oui, merci. J'ai quand même retenu un slide par rapport à votre présentation. C'est être acteur ne se proclame pas. Oui. Et c'est vrai que dans la formation, dans la réforme, comment il prévoit justement d'amener ces 30% qui sont décrochés vers la formation? Alors, en fait, il y a une double réponse à ça. La loi ne prévoit rien pour rendre acteurs les gens. Bon. Mais elle flèche sur le 1% que les entreprises cotisent vers les chômeurs, les salariés des moins de 50 qui étaient faiblement formés, des dispositifs collectifs, notamment pris en main par les OPCO, à condition que les entreprises ou que les collaborateurs s'en saisissent. Mais il n'y a rien qui est fait sur le salarié acteur. En fait, en gros, c'est très intéressant quand on interroge Antoine Fouché et Muriel Pénicaud. Un individu n'est pas acteur parce qu'il y a des intermédiaires qui l'empêchent de l'être, parce que c'est compliqué. Donc, s'il y a une appli, un CPF en euros et plus d'intermédiaires, il deviendra acteur. Mais ça, c'est un doux rêve, parce que de toute façon... Non, mais je suis d'accord avec vous. Ah. Mais c'est comme ça que ça a été conçu, si vous voulez. Les acteurs potentiels doivent être accompagnés. Bien sûr. Et ça, depuis toujours. On est entièrement d'accord. Donc, et c'est l'angle vide de cette réforme, parce que tout repose sur le salarié acteur, mais rien n'y contribue. Et on va toujours avoir les acteurs dans la même catégorie. Ah oui, ça, quand on a la sociologie des gens qui sont allés regarder leur appli CPF, déjà quand on regarde ce que les gens ont pris depuis que l'appli est ouverte en CPF, c'est 1 TOEIC, 2 BULAT, 3 permis de conduire. Alors, cela dit, c'est des freins à l'employabilité, de ne pas maîtriser l'anglais ou pas de pouvoir se déplacer. Mais vous voyez qu'on est très loin de la formation stratège qui permet de préserver son employabilité vers des métiers d'avenir, etc. Donc il y aura, j'espère, un temps 2 de l'accompagnement. Alors il y a le conseil en orientation professionnelle mais il n'a pas forcément énormément de moyens. Il y a eu des appels d'offres, il y a des éléments, mais c'est vrai que cette idée de prendre individuellement les décrochés pour les ramener en learning, qui était pour moi un point clé, n'y est pas. Juste un petit complément. Déjà dans la réforme précédente, à partir du moment où on instaurait le fait que c'était le salarié qui devenait acteur de son développement, on pouvait se poser la question de l'élitisme. Le CPF et le démarrage du CPF, et encore aujourd'hui, n'est utilisé en fait que par des gens qui ont un bac+. Très peu de personnes en dessous de ce niveau de formation utilisent effectivement le CPF. Alors, moi, ça me fait penser à quelque chose. Il me semble que ça remet en exergue le rôle du manager, et en particulier du manager de proximité. Et je pense qu'on a peut-être intérêt dans l'entreprise à axer notre système de formation vers la formation de ces gens-là pour qu'ils deviennent de vrais tuteurs, mais des tuteurs qui poussent les gens à devenir acteurs. Oui, c'est une bonne remarque, André, d'autant plus que... Oui. Le manager teacher, quoi. C'est plus le manager coach, c'est ça? Oui, j'ai une question. Je suis responsable d'un cabinet, on est 2 personnes. Par rapport à ce que vous avez dit, donc avoir un geek, avoir un responsable IA, avoir un... non, vous êtes obligé de faire ça à 2. Hein. Voilà. Ou donc, de vous associer, vous faire des attelages. Et sur une valeur française qui est l'égalité, liberté, égalité,
Est-ce que les députés ont pensé à ça ou ceux qui ont... C'est comme si on empêchait un boulanger de faire son bien pain, sûr, bien sûr. Un artisan boulanger. Donc j'ai une question par rapport à ça. Comment vous intégrez des artisans qui sont seuls ou à deux? Moi, je crois que la réforme ne les intègre pas et veut les éliminer. Donc, je ne suis pas signe d'espoir par rapport à ça. Je n'ai pas fait la loi, mais c'est comme ça que je l'ai lu. Quand j'ai regardé la démarche qualité, les contraintes, la façon dont on allait communiquer, je me suis immédiatement dit que c'était très compliqué pour 80% des acteurs du monde de la formation qui sont entre 1 et 5. Est-ce qu'il y a un recours par rapport à ça? Il n'y a pas de recours. Il y a par contre ce qui est en train de se mettre en place et qui peut être une alternative. Et on l'a notamment avec France Apprenance, que vous connaissez peut-être, vous pourrez aller regarder, c'est cette notion d'attelage. En gros, cette nécessité, quand on est petit, d'aller s'associer avec 2, 3, 4, 5 autres cabinets qui sont sur des champs différents, des compétences différentes, et de mettre collectivement et de mutualiser ça. Et c'est en train de monter, par exemple, sur les PIC ou les différents financements publics de l'État. France Apprenante, c'est 20 acteurs de start-up ou d'acteurs traditionnels qui s'associent ensemble pour répondre à des appels d'offres. Ils en ont quand même récupéré 50 millions d'euros. Donc l'avenir pour les petits, c'est de travailler son expertise et de savoir effectivement évoluer en pédagogie. Ça, je pense, ça fait partie de l'indispensable. Mais après, d'aller s'associer. Après, ça ne concerne que la formation légale. Donc toutes les formations qui sont au plan de développement des compétences, les entreprises aujourd'hui n'ont plus aucune contrainte pour choisir leurs prestataires. Elles sont dans des raisonnements simplement la valeur ajoutée que l'action va avoir par rapport à des éléments cibles. Donc c'est simplement le marché en gros légal qui devient difficile d'accès. Et comme les entreprises ont ces obligations de former au moins une fois tous les 6 ans, d'avoir des entretiens pro, etc., on voit que de l'autre côté s'ouvrent des champs et des boulevards aussi de possibilités. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez participer aux prochains événements du Human Club ou pour toute information, contactez-nous par mail club@humanday.fr. Soyons human-centriques, excellente journée à vous et à bientôt.